Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer dans notre série de raccourcis et obstacles dans la pâtisserie. Et on va parler d'un sujet, mon Dieu, super difficile, qui sont les finances. Les finances font peur, ça nous fait paralyser. Et ça peut vraiment nous faire désister et dire « Ah non, je ne peux pas gérer une entreprise parce que c'est trop difficile. » Et aujourd'hui, on va vous donner des pistes, des idées, vous aider à réfléchir à ce qu'il faut faire pour avancer sur ces sujets. D'accord? Si on s'organise, si on fait des fichiers, des choses qui peuvent m'aider, ça peut être beaucoup plus facile. Donc, bien sûr, c'est pas moi qui vais parler de tout ça, mais une personne très méthodique, très carrée, qui s'organise bien. Et cette personne, qu'est-ce que ça fait? Et cette personne, ça sera mon mari. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait tout un truc ici, tu vas voir. Parce que moi, j'ai écrit dans mon tableau, tranquillement. Lui, il a fait tout un PowerPoint, tout bien travaillé, tu vas voir. Ça va être génial, ce cours. Ça marche? Il est en train de tout gérer. Il y a quelqu'un qui est rentré? Ouais. Vous êtes là? J'étais en train de faire mon introduction, comme ça, qui va regarder après, déjà ça. Donc, c'est mon mari qui va faire ces cours d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, je suis très bien capable de le faire. Mais c'est lui qui gère plutôt les finances dans cette maison. Il y a un peu d'ordinaire, mais il va vous parler de... Oui, c'est lui qui donne dans mon cours le cours de finance. C'est lui qui a fait le tableau, bien sûr. Donc, je vous présente à Pijo. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les caméras. Donc, il va venir de ce côté et voilà, il est là. Je te donne ma place. Tu veux pas mettre ça? Ça y est, je l'ai mis. Okay. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de l'aspect financier de ce métier, puisque si vous êtes là, c'est que normalement, vous êtes plutôt dans une démarche d'entrepreneuriat par rapport à ça, et sachant que le thème que Michel a aborde tout le temps, c'est comment vivre de sa passion. Et donc, forcément, comment vivre, ça veut dire qu'il y a une notion d'argent derrière. Et donc, on va essayer d'aborder différentes choses. Le temps on n'a pas non plus une journée pour aborder les choses, donc on va essayer de voir différentes choses assez rapidement. C'est pas exclu qu'en fonction des questions et tout ça, on fasse un autre live, un autre jour, à voir. Du coup, qu'est-ce que je voulais... Voilà, c'est... qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? C'est quelques notions importantes sur la finance. Ensuite, c'est comment suivre sa trésorerie, comment tarifer ses gâteaux. Et puis derrière, on regardera un moment de questions et réponses. N'hésitez pas, comme pour les autres lives, à poser vos questions en cours. Michel, elle est là. Pour une fois, elle sera de l'autre côté de la caméra. C'est moi qui suis derrière aujourd'hui. Et elle sera une joie de lire les questions. Alors, ne me demandez pas comment faire du jaune avec du colorant, ça j'en sais fichtrement rien. Ou est-ce qu'il faut utiliser du guacamole pour une chantilly? Guacamole? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais sur les questions, n'hésitez pas sur les questions orientées sur ce thème-là. Et à la fin, on se gardera un moment si jamais il y a vraiment plein de questions. Alors, tout d'abord, ce que je disais tout à l'heure, quand on dit vivre de sa passion, voilà, l'idée qu'il y a derrière, c'est que vous êtes en train de créer une entreprise qui est rentable. Gagner de l'argent, ce n'est pas mal. C'est surfacturé qui est mal. Voilà, c'est facturé très cher, quelque chose qui mérite pas ça qui est mal. Mais par contre, gagner de l'argent
en vendant ces produits, ça c'est complètement normal. On n'est pas du tout là dans une démarche d'association à but non lucratif ou, de bénévolat. C'est pas du tout ce point-là. Enfin, vous avez le droit de faire ça, hein, mais c'est pas l'idée du thème. Là, on est sur le fait de vivre de sa passion, donc c'est normal que l'entreprise elle fasse de l'argent, que vous gagnez de l'argent avec cette entreprise. Voilà. Après, il faut se placer le curseur. C'est gagner de l'argent, gagner extrêmement beaucoup d'argent, limite, presque avancer les gens, ça c'est pas ce qu'on fait, mais voilà, gagner de l'argent c'est juste normal. Et attention, quand je dis qu'on n'est pas une association, on ne fait pas de bénévolat, ok, ça c'est la démarche classique. Rien ne vous empêche, dans votre entreprise, à un moment donné, et ça on l'a vu encore récemment avec une des élèves du cours, voilà, on nous empêche d'avoir des actions qui se joignent à une association ou du caritatif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un gâteau pour une association caritative ou voilà, avoir des actions, on va dire, de bénévolat dans votre entreprise, mais ce n'est pas la règle générale. Sinon, ce n'est plus vivre de sa passion. Bon, là, normalement, je ne devrais pas trop avoir perdu les gens jusque-là. Mais quelques notions importantes. Alors, il y a des gens qui connaissent très bien ces termes, d'autres qui les connaissent moins bien. Donc, l'idée, c'est de les aborder. Voilà, quand on est. Je vais enlever les commentaires. Quand on est entrepreneur, voilà, il y a certains termes qu'on doit connaître et surtout ne pas les mélanger. Voilà, donc chiffre d'affaires, bénéfices, salaire, trésorerie. Il y a des gens qui font des amalgames entre certains de ces termes et ils ont juste rien à voir. Chaque terme désigne quelque chose de bien particulier. Et donc c'est bien d'avoir la définition de ces termes. Et on va les voir là, un petit peu plus en détail et surtout c'est comment est-ce qu'ils s'articulent les uns avec les autres. L'idée n'est pas d'être un pro de la comptabilité, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est... ne le faire pas peur. Hein. Non, voilà, comme je dis, l'idée c'est pas d'être un pro de la comptabilité, on va pas faire de vous des experts comptables, mais c'est juste de se dire, voilà, je sais ce que c'est un chiffre d'affaires, je ne mélange pas par rapport avec un bénéfice. Si je parle de chiffre d'affaires, je parle de chiffre d'affaires. Si je parle de bénéfice, je parle de bénéfice. Souvent, on mélange ça. On pense, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai vendu mon gâteau. Voilà, il y a des gens qui mélangent chiffre d'affaires avec bénéfice, il y a des gens qui mélangent bénéfice avec salaire. C'est des choses bien différentes. Et on va voir un petit peu justement comment est-ce que ça s'articule. Le chiffre d'affaires, en premier, voilà, c'est simple. Prenez note. Ça représente les ventes. Exclusivement vos ventes. Généralement, on parle de ventes hors taxe. Mais voilà, c'est quand on dit, tiens, j'ai fait, je donne des chiffres au plus. Enfin, tous les chiffres que je vais utiliser aujourd'hui sont des chiffres comme ça, sortis de ma tête, rien à voir avec une situation réelle, que ce soit de Michel, de ses élèves, de collègues, etc. Vous pouvez, attends, je vais juste, parce que j'ai coupé les commentaires, je leur dis de poser les questions là sous le petit, je sais pas, point d'interrogation. D'accord. Le chiffre d'affaires. Donc, quand on dit, tiens, j'ai fait 100 000, et que ce soit des euros, des dollars, des dinars, enfin, des réals brésiliens, peu importe, on va dire 100 000. J'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires. Ok, ben ça veut dire que vous avez vendu 100 000, généralement sur l'exercice, donc sur l'année. Et donc, ça représente bien uniquement les ventes. Et ça, c'est des ventes. Donc, dans votre cas, ça va être des gâteaux. Ça pourrait être, si vous avez réalisé des ateliers, ça va être donc, la facturation de ces ateliers. Enfin, voilà, c'est tout ce que vous aurez vendu qui va représenter ce chiffre. Et ce chiffre d'affaires, on va finalement le couper en deux parties. Quand une entreprise est rentable, hein, voilà, on va la découper. D'un côté, c'est les charges. Voilà. D'un côté, c'est les charges. Et de l'autre côté, les bénéfices. Enfin oui, je fais les chiffres comme ça parce que sur c'est en bas.
Ouais. Les charges, c'est tout ce que vous allez avoir à payer. Et ce qui reste, c'est les bénéfices. Donc voilà, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous enlevez tout ce que vous avez à payer. Ce qui reste, c'est le bénéfice. Bien sûr, on parle de bénéfice quand ce qui reste est positif. Je m'explique. J'ai vendu pour 100 000. Quand j'ai eu à payer, tout ce que j'avais à payer, j'en avais pour 80 000. Ok, il me reste 20 000 en positif. Mon bénéfice est de 20 000. Si j'avais un chiffre d'affaires de 100 000 et que ça m'a coûté 120 000 pour arriver à ça, j'ai une perte de 20 000. Donc là, on ne parle pas de bénéfice, mais on parle de perte. Bon, là, on est un peu mal parti si on est comme ça. Mais... Ah, quelqu'un t'a dit que le son n'est pas bon. T'as allumé, là? Oui, le son d'Instagram. Oui, dites-moi. Je vais mettre les commentaires. Le son n'est pas bon? Non, j'ai m'amusé tout à l'heure parce que j'ai essayé d'enlever. J'avais mis un masque pour moi. Tu m'avais pas dit de. Ah oui, je t'avais dit d'enlever le filtre maquillage parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir les cils très longs et recourts. Mais je ne sais pas enlever. Bon, mais j'ai mis un autre. J'ai mis un autre. C'est bien. Mais le son est bon ou pas? Mais il y a celui-là que j'arrive pas à enlever le son. Bon, continue alors. Oui, du coup, je continue. Donc, je disais le chiffre d'affaires moins les charges, c'est le bénéfice. Dans les charges, qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que c'est là où ça commence à se compliquer un petit peu. Les charges, c'est tout ce que vous avez à payer, donc tout ce qui sort. Là-dedans, vous allez avoir les salaires, les impôts, les achats. Et donc, par achat, on entend les matières premières, les décorations, les boîtes, etc. Tout ce que vous allez avoir besoin pour faire un gâteau. Et tout ce qu'on va appeler coût administratif ou coût fixe, ça va être le loyer, l'électricité, les crédits, le gaz, le téléphone, le forfait de téléphone, d'Internet, voilà, tous les coûts que vous allez avoir à côté aussi, qui ne sont pas directement associés à un gâteau. Que, si je prends les achats que je disais juste avant, quand je dis les matières premières, bon, ok, on imagine facilement, tiens, j'ai besoin de chocolat, j'ai besoin d'œufs, j'ai besoin de farine pour faire mon gâteau. Bon, ok, j'arrive à savoir, tiens, j'ai été faire des courses aujourd'hui, j'en ai eu pour 50 euros. Bon, mes achats représentent 50 euros pour ce gâteau-là. Oui, ok, soit. Mais ça, c'est pas suffisant. Il ne faut pas prendre que ça en compte. C'est-à-dire que vous avez à côté d'autres frais, et ces frais-là, il faudra les réinjecter dans le prix de votre gâteau. Et ça, c'est tous les coûts qu'on appelle administratifs ou coûts fixes. Donc, loyer, crédit, électricité, etc. Et ça, surtout, il ne faut pas les oublier. Parce que si on les oublie, ils oublient souvent. On aura une belle surprise derrière. Oui. Oui, et ce que je disais, c'est que dans les charges, on indique salaire. Salaire, ça peut être le vôtre, ça peut être celui des personnes qui travaillent avec vous, etc. Et c'est pour ça que je différencie bien le salaire des bénéfices. Le salaire fait partie des charges. Une fois que vous avez payé les salaires, etc., okay, ça fait partie des charges. Ce qui restera, c'est les bénéfices. Et là, vous allez me dire, ouais, mais les bénéfices, du coup, c'est dans ma poche. Non. Il faut réinvestir dans l'entreprise. Les bénéfices, c'est dans la poche de l'entreprise. Alors après, ok, vous pouvez, par rapport aux bénéfices, vous verser une prime exceptionnelle, etc., soit. Mais l'entreprise doit également faire des bénéfices, donc empocher de l'argent, parce que derrière, vous allez en avoir besoin. Pourquoi faire? Pour réinvestir dans votre entreprise. Votre entreprise, elle n'est pas figée à un moment donné. Ok, vous allez ouvrir votre entreprise, ou vous l'avez peut-être déjà ouverte, soit, donc vous avez du matériel, vous avez acheté des frigos, des fours, des batteurs, je ne sais pas trop quoi, enfin, tout votre matériel, soit, mais ce matériel, à un moment donné, il va falloir le changer, il va casser. Va falloir le remplacer, ou vous allez commencer petit, il a grandi. L'exemple de Michel, elle a commencé avec certains trucs qui étaient des trucs d'occasion pour baisser les coûts. À un moment donné, elle a voulu partir sur du neuf parce que elle pouvait se le permettre. Voilà, où vous allez avoir
peut-être que vous aviez un frigo simple, mince, comment on appelle ça, une seule porte là. Un seul pot. Enfin bon, bref, un petit frigo, enfin un petit, il n'est pas si petit ça, mais un petit frigo et en fait vous avez tellement de commandes que vous avez besoin d'un frigo plus grand. Vous étiez dans un local, vous changez de local et du coup votre loyer va être plus important, vous avez un déménagement à faire, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que vous allez certainement avoir besoin à un moment donné de réinvestir. Et sans compter la pub, que ce soit via les réseaux sociaux, donc avec Facebook et tout ça, ou que ce soit des flyers que vous avez demandé à distribuer dans votre quartier, etc. Voilà. Les entreprises ont toujours des investissements. Et surtout, gardez bien en tête, c'est qu'une entreprise, voilà, il ne faut pas qu'elle soit figée, elle doit évoluer. Et pour la faire évoluer, il n'y a pas de secret, c'est les bénéfices qu'elle va dégager qui vont permettre de faire ça. Parce que si jamais vous ne prenez pas les bénéfices pour faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces actions qu'à un moment donné, vous allez être obligé de faire, bah, vous allez mettre de votre poche, donc c'est votre salaire en fait qui va payer ça. Donc, bon. Mais souvent, les personnes elles pensent qu'il faut calculer le prix du gâteau. J'ai pris 100 farines, 9, voilà, donc je vais me payer un petit peu, et voilà, c'est fini. Donc, c'est ça le prix du gâteau. C'est pour ça que les personnes, elles arrivent à un prix du gâteau de décoré à 3 € la part. Ça, c'est un point qu'effectivement, on va voir tout à l'heure, qu'on va aborder. Mais oui, là, quand on dit les charges doivent toutes rentrer en compte dans le prix de votre gâteau. Je prends l'exemple d'Internet. Vous payez, après, je ne sais pas en fonction des pays, hein, mais que vous payez 30 €, 50 € sur votre forfait Internet, et ben, il faut que ça se retrouve sur votre gâteau. Alors, je ne dis pas que chaque gâteau va payer 30 € d'Internet, non. Mais il faut qu'à la fin du mois, les 30 € que vous avez à payer d'Internet, eh ben, ils aient été couverts par les gâteaux que vous avez vendus. Et ça, c'est la même chose pour l'électricité, le gaz, etc. Voilà sur les notions qui sont importantes, à mon sens, à connaître. Et du coup, vous n'allez pas utiliser les mêmes termes en fonction des discussions que vous allez pouvoir avoir. Vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes termes avec vos collègues qui sont dans le même domaine, ou votre banquier, etc. Avec certains, vous allez plus parler de chiffre d'affaires, de bénéfices. Mais voilà, du coup, l'idée, c'était de bien connaître ces termes-là. Et il y a dans ces termes qu'on a évoqués, voilà, chaque terme va avoir son utilité, et comme disait, on va dire, son public, il y a une expression américaine, quand on la traduit, ça donne ça, c'est que le CA, c'est la vanité. C'est vrai que souvent, on va dire... Oh, j'ai vendu. Voilà, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai fait... voilà, bon, souvent, on va utiliser ça un petit peu quand on se vante un petit peu. Mais le chiffre d'affaires en soi, comme on regardait tout à l'heure, seul, ça ne suffit pas. Parce que vous pouvez très bien faire un chiffre d'affaires d'1 million, et vous avez des charges d'1 million, et en fait, vous n'allez rien gagner. Et donc, à côté de ça, le bénéfice, lui, c'est la rationalité. Donc, c'est vrai que quand on parle de manière rationnelle, voilà, à quoi on s'intéresse, c'est le bénéfice. Donc, le chiffre d'affaires moins les charges donne le bénéfice. Et ce pourcentage, finalement, de bénéfice, c'est là que, lui, ça vous donne un indicateur de santé de votre entreprise. Sauf que chiffre d'affaires et bénéfices, ça c'est super de suivre ces choses-là et de les comprendre, sauf que au quotidien, là dans la poche, dans la banque. La fin d'expression, elle dit, mais la trésorerie, c'est la réalité. Et c'est là où j'introduis un autre terme qu'on n'a pas vu précédemment, mais c'est, voilà, la trésorerie, c'est votre compte, le compte de votre entreprise. Et c'est lui qu'on va suivre. C'est lui qui va encaisser l'argent, c'est lui qui va payer les fournisseurs, les factures, etc. Donc, les plus et les moins, avec un solde à la fin du mois. Ça, c'est la réalité de l'entreprise. Ça, c'est ce que vous allez suivre par semaine ou par mois, enfin, en tout cas, je l'espère, de manière assez régulière. Et donc, la trésorerie, c'est quelque chose de super important dans la finance. Yes. Donc, voilà pourquoi on arrive à ce volet sur pourquoi suivre la trésorerie.
Donc, comme je disais, la trésorerie, ça va être, on va dire, le quotidien des achats, enfin des achats, ventes de votre entreprise. Pourquoi la suivre? La première, c'est parce que ça permet de rassurer. En le suivant, ça permet de rassurer. Si jamais vous êtes juste, on va dire, ok, vous occupez des ventes, vous occupez de vos achats, et limite à ne pas regarder votre compte en banque, mais juste, on va dire, juste regarder s'il est positif, ou recevoir un petit SMS là, quand il est négatif, et voir, ah tiens, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, le compte il est négatif, est-ce qu'il faut que je réinjecte de l'argent, est-ce que j'attends, tiens, est-ce qu'il y a des factures qui arrivent? Enfin, regardez juste à ces moments-là, bon, bah là, vous êtes en aveugle et c'est pas bon du tout. Donc, suivre sa trésorerie, ça va permettre de vous rassurer, vous, en premier lieu. Parce que vous savez ce qui arrive, vous savez ce qui sort. J'ai une question ici. La trésorerie, elle correspond à quoi? La trésorerie, en fait, c'est le compte, c'est ce que vous allez voir au quotidien, c'est votre compte en banque. Enfin, le compte en banque de l'entreprise, normalement. Ici en France, par exemple, pour ouvrir une entreprise, il faut avoir un compte professionnel dans la banque. Exact. Alors, surtout, enfin, oui, en France, pour une entreprise, il faut avoir un compte, il faut avoir le compte de l'entreprise. J'imagine que dans le public qu'on a, que ce soit sur le live ou après même en replay, donc il y a des personnes qui ont ouvert une entreprise, qui sont peut-être en auto-entrepreneur, enfin, quel que soit le statut, je dirais, peu importe. Il y a peut-être des gens qui démarrent l'activité, qui n'ont pas forcément tout déclaré et tout. Je dirais qu'en France, c'est pas bien. Il y a d'autres pays où ça peut être autorisé pour démarrer. Enfin, je ne rentre pas du tout dans le jugement, c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, surtout, hein, n'utilisez jamais votre compte perso pour une activité professionnelle. Ne mélangez pas vos achats de shampoing avec la trésorerie de votre activité. Alors là, surtout, pour être les yeux fermés, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Donc, évitez ça. Donc, on va partir du principe que Qu'est-ce que vous ça avez peut arriver un compte. si on fait ça? Qu'est-ce qui est une question? Non. C'est moi qui pose pour Laurent. C'est juste que c'est, à mon sens, impossible de suivre les dépenses personnelles, des dépenses professionnelles. Et du coup, il va falloir les pointer. Enfin, ah, ça c'est d'accord, bon, ça c'est bon, j'accepte, ça j'accepte pas, ça j'accepte pas. Donc je prends ma calculatrice et je fais mes plus et mes moins et je regarde, ah tiens, c'est bon cette année, ce mois-ci là j'ai pas trop dépensé pour mon entreprise, j'ai pas trop dépensé. Enfin, c'est impossible, c'est pas possible de faire ça. Donc il faut avoir un compte séparé. Et là, je m'en fous de savoir si c'est une activité déclarée, pas déclarée, URL, etc. Il faut un compte séparé. Non. Et donc. Mais je pense que les personnes font ça. On va dire dans la maison, il faut qu'ils aillent. Je m'en fous. Il faut un autre compte, il faut un deuxième compte. En tant que particulier, on a le droit d'avoir autant de comptes, pas autant, je ne sais pas si on a le droit d'en avoir 5000, mais on peut sans aucun problème avoir deux comptes, même dans une même banque, ou que ce soit dans différentes banques. C'est juste les comptes livrés qui peuvent. Oui, comme ça, quand vous passez chez Carrefour, il y aura des courses farine, œufs, beurre. Vous passez de payer avec l'autre compte. Mais voilà, c'est important de séparer la vie perso de la vie professionnelle. Ce qui est dans la vie perso, c'est fait avec le salaire que vous versez. Ce qui est fait avec le professionnel, c'est avec l'argent qui rentre dans l'entreprise. Et donc la trésorerie, c'est la vie de ce compte. Parce que tout à l'heure, on parlait de notion de CA, de bénéfices. Ça, c'est effectivement plus quand on va discuter avec un comptable, ou un banquier, quand on va demander des crédits et tout. Mais ouais, au quotidien, là où vous n'allez pas forcément avoir de contact avec un comptable ou un banquier, c'est votre compte en banque. Et ça, vous allez le regarder régulièrement. Et donc, c'est important de suivre. Et votre compte en banque, ça va être finalement le reflet de la trésorerie. Et donc, il est important de savoir tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et on ne peut pas se limiter à regarder l'extrait bancaire, enfin le relevé de compte là, qui arrive une fois par mois. Parce que le relevé de compte, ok, ça vous donne l'image du mois passé. La trésorerie, on va le voir juste après, c'est aussi réfléchir à ce qui va arriver. Donc la trésorerie, c'est pas le passé, la trésorerie, c'est le passé proche, ok, mais le futur.
Et une personne dit, la trésorerie, la trésorerie, c'est le versement dans le compte professionnel de toutes les ventes. Oui. Alors, il y a les deux. Il y a le versement, c'est toutes les ventes et toutes les dépenses. Mm. Et donc, comme je disais, la trésorerie, suivre sa trésorerie, ça rassure. Vous, en premier lieu, parce que je me mets dans le monde génial où votre compte, il est tout le temps positif, mois par mois. Ok, bah, ça vous rassure sur le fait que vous agissez prudemment, vous êtes sur la bonne lancée. Enfin, voilà, vous vendez plus que ce que en valeur, vous vendez pour plus que ce que vous dépensez. Voilà, c'est bon signe. Donc, la suivre, c'est vous rassurez vous en premier. Je dis vos proches parce que quand vous allez mal, quand votre entreprise va mal, vous allez mal, et ça a un effet forcément immédiat sur votre vie personnelle. Vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes pas bien, vous êtes en dépression, je sais pas quoi, etc. Et c'est quelque chose qui se sent tout de suite autour de vous. Et donc vos proches, que ce soit famille, amis, etc., eh ben, ils sont pas bien si vous n'êtes pas bien. Donc, si vous êtes rassuré, vous allez rassurer aussi vos proches. Ah non, mais regarde, mon activité se passe bien, etc. Non, ça, je suis bien parti. Ou tiens, là, ce mois-ci, ça va pas, mais j'ai vu pourquoi et je sais que ça va aller mieux le mois prochain, etc. Et je dis votre banquier, oui, parce que suivre sa trésorerie et du coup faire en sorte qu'elle aille bien, ça va montrer à votre banquier que vous savez gérer vos finances. Et du coup, quand vous allez toquer à sa porte pour demander un crédit, ça c'est beaucoup plus facile. Oui, vous allez avoir des arguments en votre faveur. La personne ne va pas vous dire en face, ah oui, non, j'ai bien vu que dernièrement, vous avez bien géré, etc. A contrario, si c'est toujours négatif, quand vous allez taper à la porte pour un crédit, bon, il se peut qu'il ne vous promène pas la porte. Quoi. Il y a une chose que j'ai pensé, c'est les saisonnalités aussi. Parce qu'il y a des moments où on gagne beaucoup plus d'argent que d'autres. Ah, ça vient là. Bien sûr. On va en parler. Et donc, autre argument sur pourquoi suivre sa trésorerie, c'est prévoir. La trésorerie, comme je disais, c'est pas juste ce qui s'est passé, c'est réfléchir en avance, anticiper ce qui va se passer le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. L'idée n'est pas d'être un devin, hein, c'est pas d'être un magicien d'un devin, de lire dans sa boule de cristal. Il y a des choses, mais il y a des choses que vous savez qu'elles vont arriver. Je prends l'exemple d'un loyer. Vous avez un loyer à payer, c'est tous les mois, il n'y a pas de secret. À moins que vous ayez un contrat spécial et que un mois sur 2 il est gratuit, bon, soit, mais voilà, quand on va suivre sa trésorerie, le mois prochain, ok, il n'est pas déjà rentré dans votre compte, mais par contre, vous, quand vous allez suivre votre trésorerie, vous savez que le mois prochain, vous allez avoir ça à payer. Et il y a des choses qui sont, qui sont mensuelles, téléphonie, internet, loyer, etc. Et il y a des choses qui peuvent avoir une fréquence beaucoup plus... beaucoup moins régulière. Ça peut être une fréquence régulière quand même, mais trimestre, une fois par an. Je pense qu'en France, le remboursement de la TVA ou le crédit de TVA, bon, voilà, c'est pas non plus tous les mois. Tu peux choisir tous les mois, tous les 3 mois. Voilà, en fonction de ce qu'on a choisi, effectivement, ça peut être variable. Payer, comment on appelle ça, l'URSSAF, ça fait mal. C'est à certains moments, je ne sais plus si c'est par trimestre. Oui, c'est par trimestre. Voilà, c'est par trimestre, donc ça arrive à un moment donné, boum, on prend une claque. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois. Donc, chaque mois va être différent, tant sur les dépenses. Et donc ça, c'est bien de se dire, tiens, je sais que le mois prochain, je vais avoir ça. Dans 2 mois, je vais avoir ça. Dans 3 mois, je vais avoir ça. Et comme disait Michel juste avant, c'est pareil au niveau il faut essayer de prévoir les ventes. Les encaissements. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une simple prévision. Vous avez dit, tiens, je vais vendre, je ne sais pas moi, 40 gâteaux et chaque gâteau va coûter en moyenne 200 euros. Ok, d'accord. Donc j'ai cette prévision de vente, super. Mais vous allez voir que, en tout cas au bout d'une année d'exercice, vous allez voir que ce que vous aviez prévu par rapport à la réalité, c'est pas forcément ça. Parce qu'il y a cet aspect de saisonnalité.
exemple, enfin en tout cas là où on est, hein, je ne dis pas que c'est valable partout, mais en tout cas là où on a régulièrement vu que juillet et août, bah, les commandes, elles sont quand même plus faibles. Juillet encore, la première quinzaine, ok, on a des commandes, souvent les mariages et tout. Le mois d'août, souvent, Ça dépend. Il y a des années, il y a des mariages. Oui, mais je veux dire par Mais rapport à un mois juillet, de il y a juin, beaucoup de mariages. ouais, mais par Juin, rapport juillet. août, par rapport à un mois de juin, on a vu régulièrement, on avait vu que le mois d'août était plus propice à prendre des vacances que le mois de juillet. On disait, bah tiens, non, le mois de juillet, il faut encore prendre les commandes parce qu'il y a encore des mariages, etc. C'est des commandes intéressantes. Le mois d'août, il y a des mariages, mais on n'a pas forcément beaucoup. Ou alors, tiens, ils vont être plutôt sur le début ou ils vont être plutôt sur la fin. Oui. Bon, bah voilà, on sait qu'on peut caser nos vacances à ce moment-là. Parce qu'il Oui. faut aussi se reposer. Bon, bah on sait qu'à ce moment-là, on va profiter, on va prendre des vacances. Ça ne sert à rien d'être ouvert, c'est pas rentable. On va prendre des vacances et on se repose. Et par contre, surtout, on ne va pas prendre des vacances en juillet parce que juillet, il y a de l'activité. Où, tiens, on voit que le pic d'activité, c'est le mois de mai, par exemple. Parce qu'il y a, les beaux jours sont arrivés, les gens veulent faire des fêtes, il y a des anniversaires, mais il y a aussi les mariages qui se lancent, les communions, Oui. etc. Boum, le mois de mai, c'est un pic. Et après, ça reste encore fort sur juin, etc. Donc on voit qu'il y a une saisonnalité. On a vu aussi, par exemple, que vacances scolaires, ça calme. Il y a encore des commandes, ok, mais ça n'a rien à voir par rapport au reste. Et ben on sait que pendant les vacances scolaires, voilà, on va avoir une activité réduite, donc on sait qu'en termes de prévision de vente, il va y en avoir moins. On sait aussi qu'à ce moment-là, on ne va pas faire des achats de malades parce que ce ne sera pas nécessaire, on ne va pas forcément investir, demander à avoir une sortie d'argent, à pouvoir faire une sortie d'argent énorme. Bon, voilà, on sait que à ces moments-là, ça peut être des périodes où il faut restreindre un petit peu, quoi. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous allez peut-être voir au bout d'un an. Et du coup, la prévision de l'année d'après, eh ben, vous allez l'ajuster par rapport à ce que vous avez vu cette première année. Et la troisième année, bah, vous allez affiner. C'est-à-dire que la première plus la deuxième va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, vous allez affiner vos prévisions. Et petit à petit, vous arriverez à anticiper mieux les choses. Après, il y a toujours des événements particuliers. Cette année, on a vu, il y a Covid, crise sanitaire. Bon, bah, confinement, au départ, du jour au lendemain, boum. Non seulement il n'y avait plus de commandes, mais en plus les commandes qu'il y avait, pour lesquelles il y avait peut-être des avances de payer, etc., hop, annulées, Remboursement. etc. Donc, des remboursements à faire, ou des Si tu décalages à n'as faire, pas de trésorerie à à voir ce après avec les moment. clients. Donc ça, c'est bon, bah, là, c'est exceptionnel, c'est des choses qu'on ne pouvait pas anticiper, mais du coup, suivre sa trésorerie va vous permettre de savoir quoi faire avec vos clients. Parce que quand un client dit tiens, j'annule ma commande, est-ce que vous pouvez me rembourser? Peut-être que vous allez pouvoir lui dire bah, tiens, oui, aucun, pas de problème, je vous rembourse, demain vous avez le virement. Ou peut-être que vous allez lui dire bon, bah, ok, j'ai aucun problème à vous rembourser. Par contre, sachez que ce mois-ci, j'ai déjà pas mal de remboursements à faire, bah, je vais peut-être vous rembourser en 2 fois, ou je vais peut-être vous rembourser le mois prochain. Enfin, voilà. Suivre sa trésorerie, c'est aussi, dans ces cas-là, savoir ce qu'on va pouvoir faire dans une situation délicate comme ça. Il y a une question ici. Je peux travailler sans la banque? Alors, travailler sans banque, ça veut dire tout en liquide. Oui. Et alors, vendre moins, finalement. Ou alors utiliser des bitcoins ou je sais pas quoi. Bitcoin. On va partir on va faire simple que c'est tout en espèces. Quand Dieu demande les acomptes, c'est difficile déjà. Parce qu'il faut payer, comment il va payer? Non, mais en partant du principe que tout se fera en liquide, c'est-à-dire que les acomptes se versent en liquide. Et admettons qu'on émet, enfin, je fais aucun jugement de valeur, hein, c'est-à-dire qu'on part sur le principe que on est honnête, qu'on déclare nos impôts, qu'on déclare tout ce qui rentre, tout ce qui sort, etc. Je fais aucun jugement de valeur là-dessus, hein, mais qu'on n'a pas envie de travailler avec une banque, soit, admettons. Bon, en France, je ne sais pas si d'un point de vue légal c'est possible, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, hein, mais comme Internet s'adresse au monde entier, c'est pas exclu que quelque part ce soit possible, ou qu'on n'ait pas accès à des banques et que du coup on envisage cette situation. Mais c'est une personne en France, donc en France. Non, mais moi là le débat n'est pas de travailler ou pas avec une banque. Moi là ce qui m'intéresse, c'est de vous dire qu'il est important de suivre vos finances. Tout à l'heure, quand je vous disais... Mais même si on travaille sur la banque, on ne va pas avancer. Ça va être une petite entreprise qui ne va pas grandir. Parce que aujourd'hui, tout le monde paye par carte, à distance. Passer
dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros en liquide. Enfin, après, il y a le côté sécuritaire d'avoir de l'argent à la maison, etc. Enfin, mais ce n'est pas le débat là. C'est admettons que la personne elle sait, qu'elle est au courant qu'il peut y avoir plein de problèmes, etc. Moi, j'ai dit, non, c'est pas possible de travailler sans la banque parce que ton entreprise va être une entreprise de petite vente, là. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Non, mais ça, je pense qu'on peut philosopher là-dessus pendant des heures. Et moi, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que, admettons, hein, vous faites ça. Tout à l'heure, je vous parlais de notions importantes qu'il ne faut pas confondre. Chiffre d'affaires, bénéfice. Quand vous allez toucher, par exemple, vous vendez un gâteau et vous récupérez 500, que ce soit des euros, des réals, je m'en fous. 500, je récupère 500. Ces 500, c'est pas 500 de bénéfice. C'est pas 500 de salaire. Non. C'est 500 de chiffre d'affaires. À partir du moment où vous arrivez à faire cette part des choses, que ces 500, c'est à l'entreprise, que vous suivez votre trésorerie, que vous savez que dans ces 500 de chiffre d'affaires, voilà, il y a les charges à payer, il y a la part de salaire que vous versez, il y a les bénéfices, etc. À partir du moment où vous suivez correctement les choses, moi, perso, je m'en fous, que ce soit pas avec en liquide ou non, mais elle a corrigé à côté, la question. Il y a une autre question pareille. Salut, vous êtes plus pour les crédits ou pour l'épargne? Ah, alors là. Et après, elle a dit oui, travailler sans les crédits, c'est possible ou impossible? C'est possible de travailler sans faire des crédits. J'ai travaillé des années. Des gens, en fait, vous pouvez très bien, en fait, ça c'est quand vous allez monter votre entreprise, vous pouvez très bien dire, bon, ben, mon entreprise elle commence doucement, alors on peut considérer qu'on va pas, par crédit, on va dire crédit emprunt à la banque, mais peut-être que vous avez mis de l'argent de côté et que cet argent de côté va vous permettre de commencer votre activité et du coup vous n'allez rien emprunter. Mais quand on va créer une entreprise, il faut comment on appelle ça? J'ai oublié. Un capital. Il faut verser un capital à la banque. Oui, mais enfin, on peut très bien. Admettons, je prends un exemple fictif, mais admettons que vous avez réussi à mettre de côté en travaillant avant 30 000 euros de côté. Non, pas besoin d'autant, on va mettre. Non, mais je donne un exemple au pif. Non, 1000 euros. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Et après, chacun ajuste. Mais admettons que vous avez réussi à mettre 30 000 euros de côté et que vous voulez créer votre entreprise et là vous vous rendez compte, bah, tiens, j'ai besoin de, je sais pas moi, 5 000 euros pour le matériel. Pour m'installer, j'ai besoin de 5 000 euros. Ok, le premier mois, donc j'ai le loyer à payer, etc. Donc je sais que je vais avoir des dépenses et je vais avoir des dépenses comme ça sur les différents mois. Cet argent de côté va peut-être vous permettre de à la fois démarrer votre activité et de tenir un certain nombre de mois en avance, même s'il n'y aurait pas de vente. Et dans la configuration que je viens de vous expliquer, on n'est pas parti sur un crédit. Ça peut arriver, mais ça veut dire que si vous n'avez pas de crédit, ça veut dire que vous avez de l'argent au départ. Maintenant, si vous avez 0 € en poche et que vous ne voulez pas faire d'emprunt, bon, il n'y a pas de miracle, hein, parce que vous allez avoir du matériel à acheter, vous allez avoir des matières premières à acheter. Enfin, bon, soit vous avez de l'argent, soit vous... Pour enregistrer l'entreprise, ça coûte un peu. C'est l'un ou l'autre. Mais on peut démarrer sans faire de crédit, tout va dépendre. Après, on peut commencer petit, auto-entrepreneur, et après, comme j'ai fait aussi. Oui, j'ai commencé comme ça. Auto-entrepreneur est quelque chose qui avait été lancé en France justement pour tester une activité. Et au bout d'un moment, on voit que ça marche, et ben, on change les statuts, et on fait une entreprise plus complète, ou au contraire, on voit que ça ne marche pas, on peut arrêter l'activité. Et c'est quelque chose qui était censé être plus facile. Oui, il y a quelqu'un qui dit c'est assez difficile sans la banque car à un moment ou un autre, on aura besoin d'une banque pour avancer. Oui, si tu veux développer l'entreprise et pas vendre des petits gâteaux un petit peu ici par là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, je parlais de bénéfices et de bénéfices qu'il faut réinvestir dans l'entreprise. Alors, l'idée n'est pas de transformer un petit atelier de 5 mètres carrés en franchise avec 50 magasins dans toute la France, etc. Même sans forcément aller sur cette
sur ce cas de figure. Si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite, hein, et allez-y, et j'espère que vous allez réussir. Mais même, admettons, vous voulez avoir votre entreprise et qu'elle grandisse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous commencez toute seule, ou tout seul, parce qu'il peut y avoir un monde qui nous suit, et que vous voulez pouvoir vendre plus et que vous voulez prendre, ne serait-ce que, enfin, embaucher une personne, bon ben voilà, vous allez devoir, enfin, votre entreprise, elle commence à grossir. Vous allez avoir des frais supplémentaires, mais également normalement des ventes supplémentaires, parce que si vous avez quelqu'un, c'est pour vendre plus. Enfin, votre entreprise, elle va commencer à grossir. Et quand elle va grossir, bah, vous allez avoir finalement besoin de. Enfin, vos entrées et vos sorties vont être plus importantes. Et donc, vous avez besoin d'un fonds de roulement. Ça, c'est un nouveau terme que j'apporte ici. Je ne vais pas forcément trop rentrer en détail. Voilà, d'un fonds de roulement plus important. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile quand vous êtes suivi à la banque. Et l'idée, c'est de, quand vous avez commencé dès le départ à la banque, votre banquier, finalement, il commence à avoir un historique de votre activité et il peut se rendre compte si ça a tout le temps été bien, si à un moment donné, il y a eu une phase mauvaise, mais que vous avez su réagir et que ça va beaucoup mieux, etc. Et c'est des éléments qui vont vous permettre de jouer en votre faveur quand vous allez demander par exemple, un crédit pour, parce que vous voulez passer d'un 20 mètres carrés à 200 mètres carrés au niveau de votre atelier. Il y a une question, le chiffre d'affaires, c'est de mois ou de l'année? Le chiffre d'affaires, généralement, on parle à l'année. C'est pour ça que je dis, la trésorerie, on va la suivre au mois le mois, sur un an. Le chiffre d'affaires, voilà, souvent quand on dit, tiens, j'ai fait 100 000, j'ai fait 100 000 à l'année. C'est pour une clôture comptable. Donc le bénéfice, c'est pareil, on va parler de bénéfice ou de perte à l'année. Et donc sur la trésorerie, donc, comme je disais tout à l'heure, rassurer, prévoir, planifier, donc, parce que bon, on en a parlé, hein, mais gérer la saisonnalité et les investissements, voilà, se dire, bah, tiens, là maintenant je suis capable de mettre, je sais pas moi, 500 € de côté au niveau de l'entreprise tous les mois, ou 1000 € de côté tous les mois, bon bah ok, je sais que j'ai besoin d'un matériel, tiens, je prends un exemple, vous travaillez avec la pâte à sucre, et pour le moment vous aplatissez votre pâte à sucre avec des rouleaux parce que vous n'avez pas de machine et que vous avez un rouleau qui est beaucoup moins cher qu'une machine, ok, bah, à un moment donné, vous avez de l'argent à la banque, bah, vous allez dire, bah, tiens, je veux acheter une machine qui va me faire gagner du temps. Faire plus de gâteaux. Et donc, ça va me permettre de faire plus de gâteaux. Plus vite. Voilà, bah, à un moment donné, ok, bah, je sais que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, je vais pouvoir acheter ma machine. Donc, voilà, suivre sa trésorerie va vous permettre de planifier aussi ce genre de choses. Ou comme je disais tout à l'heure, planifier par exemple vos vacances, hein, des choses toutes bêtes. Hein. Voilà, le mois d'août, il est plus calme. Ça ne sert à rien de se casser trop la tête. Bon, bah, ok, je prends des vacances à ce moment. Et bon, ça, c'est un point qu'on a abordé aussi, et ça va vous permettre de piloter votre entreprise. Suivre, prévoir, planifier, va vous permettre de piloter. Donc de dire, tiens, mon entreprise, à un moment donné, j'accélère, à un moment donné, je ralentis, je réoriente, tiens, je faisais ce type de, je sais pas moi, je vendais des sablés, je me rends compte que les sablés, c'est pas du tout rentable, j'arrête de vendre des sablés, c'est totalement fictif, hein, ce que je dis. J'aurais pu prendre l'exemple avec des cake pop ou j'en sais rien, enfin, des cupcakes, ou tiens, je faisais des gâteaux pour 5 personnes, je me rends compte que c'est pas du tout intéressant, donc j'arrête de faire des commandes de gâteaux pour 5 personnes. Voilà, ça va vous permettre de piloter votre activité. Alors, bon, une fois qu'on a dit qu'il faut suivre sa trésorerie, d'accord, oui, mais comment on va suivre sa trésorerie? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la trésorerie, eh ben, grosso modo, on va lister tous les encaissements. Donc, des encaissements, tout à l'heure, on disait, pour simplifier, c'est tout ce qu'on facture. Oui, mais en fait, c'est tout ce qui rentre d'un point de vue argent. Donc, on pense tout de suite, ce qui rentre, c'est quand on vend des gâteaux, des cookies, bref, des pâtisseries.
Je disais des ateliers, etc. Donc c'est tout ce qui est facturation, mais si jamais vous faites un emprunt à la banque vous prête 5 000, vous prête 10 000, vous prête 100 000, bon ben voilà, à un moment donné, il y a ça qui rentre, bon ben ça arrive en encaissant. Il faut que ça apparaisse quelque chose. Des subventions, parce que peut-être que le gouvernement, enfin l'État va tiens, vous aider pour la création d'entreprise, vous verser une prime de 1 500 euros, ou tiens, on a vu Bah, pour le Covid, il aide. tiens, oui, ce que j'allais dire, avec la crise sanitaire, il y a eu pas mal d'aides aux entreprises. Et ben, tiens, ce mois-ci, on va vous verser une aide. Le mois prochain, c'est peut-être votre assurance. Vous aviez une clause dans votre assurance, je ne sais pas quoi, hop, elle va vous verser quelque chose. Bon, ben voilà, tout ce qui est en plus doit apparaître dans les encaissements. Donc tout à l'heure, pour simplifier, on parlait de Tout l'argent qui vendu, rentre. mais voilà, c'est tout l'argent qui rentre. Tout l'argent en plus, voilà, ben, on suit au niveau des encaissements. Donc, mois par mois, on va suivre. J'ai ça qui est venu en plus, j'ai ça qui est venu en plus, j'ai ça qui est venu en plus. Voilà. Tout ça, ça me fait mes encaissements. On appelle ça les encaissements. Tout ce qui rentre. À côté de ça, on a tout ce qui sort, les décaissements. Et donc là, il faut ne rien oublier. Comme je disais tout à l'heure, on peut s'appuyer au départ sur le relevé bancaire, ok, parce que dans le relevé bancaire, il y a tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Mais ça, c'est une photo de quelque chose qui, enfin, voilà, je prends à fin décembre, bon, bah, j'ai eu le mois de décembre qui s'est écoulé. Et donc, je peux savoir ce qui est rentré, ce qui est sorti au mois de décembre. Mais votre activité, elle ne s'est pas arrêtée à fin décembre. Et il faut, enfin, vous avez des, une activité sur le mois de janvier, bon, ben, vous savez ce que vous allez payer sur janvier, vous savez ce que vous allez encaisser sur janvier. Donc tout ça, voilà, il faut que vous le mettiez. Voilà, les loyers, eau, téléphone, gaz, toutes ces dépenses-là. Toutes ces dépenses, il faut qu'elles apparaissent. Si votre tableau des décaissements, quand vous le comparez à votre relevé bancaire, s'il y a des choses qui manquent, c'est que vous avez oublié des choses. Et donc, vous pouvez les rajouter. Et ce qui est bien, c'est que quand vous le rajoutez ce mois-ci, ben vous allez penser à le rajouter le mois prochain, et le mois d'après, et le mois d'après, et le mois d'après, et le mois d'après. Et ce qui est important, au-delà de suivre le passé, c'est surtout, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la prévision. C'est super important de savoir que, tiens, le mois prochain, il faut que je vende tant pour que mon solde soit positif. Il faut que je vende peut-être 2 fois plus que ce mois-ci. Ou tiens, je peux me permettre de vendre 2 fois moins, etc. Et ça va vous permettre d'avoir, voilà, comme on disait tout à l'heure, d'anticiper ce qui va se passer et de piloter votre activité. Et une fois que vous avez listé tout ce qui arrive en plus, tout ce qui arrive en moins, et ben forcément, vous faites juste une soustraction et vous avez les soldes. Vous pouvez déduire le solde mois par mois. Et donc, c'est ces soldes-là qui vont vous donner votre trésorerie. Et ça, bien sûr, vous le faites Sur les 2 mois, 12 mois. sur 12 mois. Donc là, par exemple, tiens, on est au mois de janvier, j'en profite, ben, je fais de janvier à décembre, soit, mais quand je vais arriver au mois de juin, je ne m'arrête pas à décembre. Je vais jusqu'à juin de l'année d'après. C'est toujours 12 mois glissants. Mais pour nous, par exemple, c'est l'idéal qu'on va surtout par semaine, on va dire, faire le tableau par mois, mais il est rempli toutes les semaines. Oui, c'est-à-dire que là, ce qu'on dit, c'est que le tableau, l'idée, c'est de suivre sa trésorerie au mois. Mais rien ne vous empêche d'alimenter ces tableaux à la semaine. Je ne vais pas rentrer au jour le jour, parce que je ne sais pas si vous allez avoir une activité à ce point-là dépendante, mais l'idée, c'est de suivre régulièrement. C'est-à-dire que si vous le faites à la fin de la semaine, vous allez le faire 4 fois dans le mois, ok, bon, à la fin du mois, vous avez juste à gérer la dernière semaine, ok. Si vous le faites toutes les 2 semaines, bon, ok, toutes les 2 semaines, vous faites l'activité de 2 semaines. Si vous le faites une fois par mois, bon, vous devez vous rappeler de tout ce qu'il y a eu sur le mois. Bon, soit vous faites 4 fois des petits bouts, soit vous faites une fois un gros bout, soit vous faites 2 fois un bout moyen. Ça, c'est à vous un petit peu d'ajuster. Mais surtout, ne le faites pas tous les 2 mois, ne le faites pas tous les 3 mois. Faites-le au moins tous les mois. Sinon, en fait, c'est simple, hein, c'est que le temps où vous ne le faites pas, vous êtes comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous êtes en aveugle. Vous ne savez pas comment se porte votre entreprise. Oui. Si vous êtes à l'aise avec le fait d'être aveugle,
pas de problème. Donc, ok, là, on a vu pourquoi il faut suivre sa trésorerie, on voit en quoi ça consiste une trésorerie. Après, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais... Comment? Ouais, mais de manière plus rationnelle. C'est quoi une trésorerie? Elle va avoir peur, là. Donc là, non, mais non, là, j'ai mis un exemple de tableau de suivi de trésorerie. Je ne sais pas si on voit super bien C'est un peu petit. à l'écran. Je pense que c'est petit, mais ce qu'il faut se dire, ce que vous allez avoir au niveau des lignes, c'est ça. La première partie, c'est les encaissements. Et donc, il va y avoir une ligne. L'idée, voilà, c'est d'avoir une ligne par type d'encaissement. Mes ventes, mes ventes, mes emprunts, enfin les emprunts au terme, l'argent qui est donné par la banque, les subventions. De telle semaine, j'ai vendu ça. Donc, tous les gâteaux sont tout ce qui rentre. Pas la peine de faire une ligne par gâteau que vous vendez. Hein. Vous avez une ligne vente et vous additionnez ce que vous avez vendu sur le mois. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir chaque type de rentrée d'argent, vous séparez. Et ça, c'est le premier bloc, c'est la rentrée. Le deuxième bloc, c'est la même chose pour les dépenses. Et là, vous allez avoir une ligne, par exemple, une ligne noyée. Et ben, vous savez que votre ligne noyée, pour me mettre par rapport à la vidéo là, c'est sur toute l'année. Vous allez avoir une ligne, par exemple, Internet. Bon, bah, c'est pareil. Vous savez que vous allez tous les mois avoir à la payer. Et si jamais à un moment donné, vous avez un mois à ne pas payer, bah, ok, c'est une surprise, c'est une agréable surprise, soit. Mais c'est une dépense que vous allez avoir tout le temps. Et après, il y a certaines dépenses que vous allez peut-être avoir en janvier, peut-être au mois de mars, peut-être au mois de juillet, etc. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir tous vos types de dépenses et de définir la fréquence de vos dépenses. Voilà, il faut vraiment penser anticipation plutôt que le passé. Hein. Le passé doit juste vous aider à voir l'avenir. Il y a le seuil de rentabilité, il faut les calculer avant de commencer. C'est l'objectif à atteindre dans un premier temps pour que la trésorerie ne souffre pas au départ. Oui, seuil de rentabilité, ça va rejoindre la notion de coût de revient, on va en parler un petit peu après. Ouais, je vais garder pour après. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de séparer chaque nature de dépense, chaque nature de recette. Enfin, chaque nature de plus, chaque nature de moins. Et à la fin, vous avez juste la soustraction à faire, le total de mes dépenses et le total de mes ventes, moins le total de mes dépenses. Ça me donne mon somme. Je demande si tu peux avoir l'exemple. J'imagine que c'est du tableau. C'est là que j'ai pris un tableau. Cet exemple, je l'ai pris très rapidement sur Internet. Enfin, si vous faites sur Google, exemple de tableau de trésorerie, vous allez en avoir plein. Dans le cours, on a mis un plus oui, spécial. Justement, j'allais rentrer dans le truc. Donc, l'idée, c'est que dans le cours, enfin, dans le cours de Michel, il y a un module justement sur la trésorerie. Et il y a un exemple nous on utilise un suivi de trésorerie qu'on a déjà préalimenté avec finalement les natures qu'on a l'habitude d'utiliser dans le domaine de la pâtisserie et dans le domaine du cake design. Parce que là, l'exemple que j'ai pris, il y a par exemple les dividendes des actionnaires. Bon, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure, peut-être que la ligne ne vous intéresse pas du tout, et dans ce cas-là, il ne faut juste pas hésiter à la supprimer, garder uniquement ce qui vous intéresse. L'idée n'est pas de... Enfin, vous pouvez prendre un exemple et puis après de filtrer à ce qui vous intéresse. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez votre fichier, ce que vous avez prévu de faire, et puis après, n'hésitez pas à utiliser votre relevé bancaire pour dire, ah, tiens, telle dépense, je ne l'avais pas anticipé. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive juste une seule fois? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Bon, bah ok, je le rajoute dans mon tableau de trésorerie. Et comme ça, j'y pense pour les suivantes. Donc votre tableau de trésorerie, il peut bouger pas mal au départ, le temps d'arriver à figer les choses. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a vraiment plein sur Internet. Et après, oui, dans le cours de Michel, il y a un exemple un peu plus dédié à la pâtisserie. Je regarde juste mon anti-sèche, savoir s'il y avait des messages que je voulais faire passer.
rapidement par rapport à ça, c'est bon. Ok. Et maintenant? Ensuite, donc on a vu la notion des notions de finance, on a vu le suivi de trésorerie. Une question qui arrive très rapidement, c'est comment tarifer ces gâteaux. Ouais, quelqu'un l'avait demandé plus tôt, j'attendais pour demander. Un gâteau de 15 parts en moyenne est à combien? Ça dépend. Alors oui, du coup, sans même lancer ce qui va apparaître là, un gâteau de 15 parts, donc nous on est dans le 91, un gâteau de 15 parts dans le 91, donc en France, dans le département 91, un gâteau de 15 parts à Dakar, un gâteau de 15 parts à Rio, ça va pas le prix. Rio de Janeiro. Oui, Rio de Janeiro. Donc, je ne peux pas vous donner de tarifs parce que ça va être complètement dépendant. Et là, j'ai pris volontairement des exemples de pays différents, mais c'est encore valable. Voilà, Dans si des villes différentes. on est dans 91. On en a parlé un petit peu brièvement dans un autre live, mais si je suis dans un quartier UP de Paris, ou si au contraire je suis dans une favela à Sao Paulo, voilà. Et ça dépend de sa clientèle aussi, du type de produit ne vont pas être les mêmes. préparé. Donc vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes produits aussi, etc. Donc ça, ça va vraiment être dépendant. Mais ce qu'on va aborder là, sur ce slide-là, va justement donner quelques éléments. En fait, ça c'est une démarche, c'est quelle est la démarche à avoir pour tarifer ces gâteaux. Et au départ, on doit définir une stratégie marketing. Donc quand on dit ça, on dit, on commence à rentrer dans des termes super compliqués. Mais en fait, non, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est quelque chose de très simple. C'est est-ce que vous êtes dans une démarche tarifaire agressive ou plutôt de maximisation de profit et de qualitatif. Je m'explique. Est-ce que vous voulez vendre beaucoup, mais pas gagner beaucoup d'argent sur chacun? Ou est-ce que vous voulez vendre peu, mais sur le peu, enfin peu moins, on va dire, parce qu'on n'est pas non plus obligé de vendre un gâteau, en moins, mais vendre moins, mais gagner suffisamment sur ce gâteau pour vivre. Enfin, sur ces gâteaux. Oui. Je peux prendre, et là je prends des exemples qui vont peut-être parler à tout le monde, mais qui ne sont pas du tout du domaine de la pâtisserie, mais je prends l'exemple d'Amazon, qui a des marges ridicules sur chacun de leurs produits. Mais par contre, ils vendent des milliards de produits. Et donc, des centimes fois des milliards, et ben, ça fait quand même des millions. Ils gagnent des millions, enfin ils gagnent des milliards. C'est la plus grosse fortune des os. Donc voilà, est-ce que vous voulez vendre, enfin gagner très peu à l'image d'Amazon, mais vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup? Alors là, je suppose que vous n'allez pas être tout seul pour fabriquer les gâteaux parce qu'il va falloir en faire à la chaîne. Ou est-ce que vous êtes plutôt, et je prends quand même une multinationale, est-ce que vous êtes plutôt comme Apple qui vend moins, mais où on sait que chacun de leurs produits, ils font une marge assez importante. Après, la marge est importante. Dans leur prix, il y a la recherche et développement, il y a les charges qu'ils payent, il y a les magasins qu'ils ont, qui peuvent être jolis, qui sont décorés, etc. Enfin, il y a plein de choses, il y a des coûts d'entreprise qui sont là, mais après, il y a une marge quand même qui est assez confortable. Et du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre d'Apple, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, si vous êtes plus dans une marge comme ça, à la fin du mois, ok, vous n'avez pas vendu 150 gâteaux. Mais on peut mettre, par exemple, Carrefour qui fait des gâteaux d'anniversaire. Oui, là je prenais des exemples dans d'autres domaines qui sont normalement qui devraient parler à tout le monde. Après, si on parle plutôt pâtisserie, ouais, bon, voilà, Carrefour vend des gâteaux où la marge ne va pas être forcément énorme. Après, la qualité, enfin, le public, c'est le public qui va aller là-bas, la qualité, enfin, il y a tout un ensemble. Et à contrario, vous avez des artisans. Comme nous. À l'image de Michel et son atelier,
qui sont plutôt à faire du sur-mesure, du qualitatif, et qui du coup, il y a des coûts, et il y a du temps qui est passé. Le temps, c'est ce qu'on doit transformer en salaire. Donc le salaire, c'est une charge, ça rentre dans le coût, et donc ça, forcément, ça se traduit sur le tarif. Il y a ici, et on pense beaucoup comme ça avant, au Brésil aussi. Et en règle générale, ce n'est pas le coût 3,5, 3 fois et demi. Ouais, il y a certains secteurs d'activité où on peut se dire, on a des formules un peu simples du type j'ai défini mon revient, je le multiplie par 2, je le multiplie par 3, je le multiplie par 4, ça dépend du facteur, et du coup ça me donne mon prix de vente. C'est très difficile. C'est des règles, mais ça, enfin, on va déployer la démarche et on va voir que c'est des choses qui peuvent vous aider. Mais après, il faut les ajuster. Donc, la première, mais je ne crois pas que multiplier pour 3,5, c'est une bonne chose à faire. Non, enfin, à voir. C'est à voir. Peut-être que vos calculs vont tomber juste. Peut-être. Faut le regarder. Il faut le regarder dans sa globalité. Donc voilà, déterminer une stratégie marketing, en fait, c'est ça. Tarif agressif ou pas. Ça, en fait, ce point-là, il va être aussi lié à la concurrence, forcément. Vous êtes seul dans votre secteur, ou vous êtes 10 dans un même secteur, bon, il faut aussi se positionner par rapport à la concurrence. Donc, mais il faut cette stratégie de marketing va être aussi liée à cette concurrence. Le deuxième point, c'est étudier le prix potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, là, au départ, on a des termes un peu compliqués, mais au final, c'est des choses qui sont très simples. Enfin, très simple à comprendre. Après, ça, c'est assez difficile à réaliser. Le prix potentiel, c'est le prix que vos clients sont prêts à payer. Ça, il faut arriver à le définir. Parce que une personne, je prends volontairement des exemples complètement différents. Je prends quartier UP de la capitale, favela à Sao Paulo, ils ne sont pas prêts à payer le même prix pour le produit qui pourrait être exactement le même. Ils ne sont pas prêts à payer la même chose. Et donc, si vous misez sur le prix du quartier UP de la capitale, alors que vous êtes dans la favela de Sao Paulo, bon, bah, vous avez tout faux. Vous allez mettre un prix. Est-ce qu'on avait parlé hier, non, de viser la personne, faut choisir son public. Le public qu'on veut travailler. Et s'adapter aussi par rapport à ce public. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans une favela à Sao Paulo et vous mettez le prix de la capitale, enfin, les clients ne vont juste pas venir. Et du coup, vous n'allez rien vendre. Donc, il faut étudier le prix que vous pouvez mettre. Et ça va être un élément pour tarifer vos gâteaux. Ensuite, comme je disais, il faut étudier la concurrence. Parce que, ok, vous avez réussi à estimer un prix auquel vous allez pouvoir le vendre. Il faut regarder ce que la concurrence fait. Si la vraie concurrence. Ouais, et regarder. Quelqu'un qui est installé. Regardez les deux. C'est-à-dire que regardez pas juste la concurrence des annonces sur le bon coin. Parce que là, vous allez comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc, ok, regardez ça si vous voulez. Mais il y a des gens qui vendent des gâteaux dans le. Il y a des gens qui mettent des annonces sur le bon coin. Oui, du type, je fais des gâteaux et je vous propose mes services. Sans aucun jugement de valeur. Mais là-dedans, vous allez avoir de tout et n'importe quoi. Des gens qui sont installés, des gens qui ne sont pas du tout installés. Quand je dis installés, c'est qu'ils ont créé leurs entreprises, donc qui n'ont pas forcément réfléchi à leurs tarifs, etc. Donc des gens qui vont vous vendre des gâteaux à 3 € la part, des gens qui vont vous vendre des gâteaux peut-être à 10 € la part. Voilà, donc regardez ce que vous avez, enfin voilà, les ateliers, les magasins, ce qu'ils vendent, à quel prix ils vendent autour de vous. Donc ça va être un élément également à prendre en compte. Parce que vous n'allez pas pouvoir être non plus trop éloigné de ça. Ou alors, si vous êtes éloigné, il va falloir le justifier. Vous avez une qualité qui est archi meilleure. Ça se peut, hein. Imaginez qu'autour de vous, vous avez que des gens vous avez que des Carrefour, et Carrefour, Lidl, Auchan, et d'autres qui vendent des gâteaux, et que vous voulez arriver avec des produits de qualité, et que vous avez un public sur ce truc-là, vous avez le droit d'être plus élevé. Hein. C'est juste que, voilà, bien sûr, il faudra défendre
cette valeur. Et là, auprès des clients, oh, mais tiens, pourquoi votre gâteau il est 50% plus cher que chez Carrefour? Attendez, on ne va pas comparer ce que vous avez acheté qui a été fait à la chaîne chez Carrefour avec ce que je fais. Là, on va prendre 30 minutes pour peut-être 1 heure pour élaborer une décoration, des saveurs, etc. On va peut-être faire une dégustation. Alors que le gâteau, vous allez à Carrefour, c'est ce modèle-là, point barre. Je veux un gâteau Cars, ok, ah, bah, génial, il y a une image de Cars, je le prends, je rentre chez moi et je le mange. Voilà, vous pouvez pas comparer ça. Enfin, voilà, c'est des arguments que vous allez pouvoir utiliser, défendre auprès de vos clients. Et normalement, s'ils viennent vous voir, c'est qu'il veut autre chose que le gâteau qui était chez Carrefour. Autre chose, c'est donc estimer le coût de revient. Ça, donc, tout à l'heure, effectivement, quelqu'un en parlait. Donc, le coût de revient, il est important parce qu'il va justement définir votre seuil de rentabilité. Je m'explique. Vous avez défini que votre gâteau, je prends encore une fois, je précise, je prends des montants fictifs. Vous avez un gâteau de 15 personnes, vous voulez le vendre, tiens, pour simplifier, 150 euros. Si il vous coûte 160 euros à faire, vous ne pouvez pas le vendre 150. Votre coût de revient est de 150, vous ne pouvez pas le vendre, pardon, votre coût de revient pardon, est de 160, vous ne pouvez pas le vendre 150. Et si à côté de, dans votre secteur, vous ne pouvez que le vendre à 150, bon, ben, vous devez agir sur votre coût de revient. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, hein. Ça veut dire que dans votre coût de revient, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans un atelier de 200 mètres Mais carrés. c'est quoi le coût de revient? Le coût de revient, il va être calculé avec tout ce qu'on a alimenté dans nos charges. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le loyer, en fait, l'électricité, dans le coût de revient, la vous allez matière avoir première. 2 parts. Les charges variables et les charges fixes. Les charges variables, c'est quelque chose qu'on peut arriver à estimer plus facilement. J'ai ma recette de gâteau, il me faut un nombre d'œufs, il me faut une quantité de sucre, il me faut une quantité de farine. Ok, je fais des calculs, mais je peux savoir précisément combien ça me coûte en ingrédients, donc en matière première. Mais ça, si jamais vous faites juste ça, du type, je l'ai acheté pour 50 euros, donc je le vends 150, c'est bon, je fais un bénéfice de 100 euros sur mon gâteau. Non, 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 c'est pas vrai. 50 euros, c'était les matières premières. À côté de ça, vous allez utiliser de l'eau chez vous. Vous allez utiliser de l'électricité ou du gaz. Vous allez répondre à un appel de votre client ou envoyer un mail. Donc c'est Internet, c'est la téléphonie, il y a ces dépenses-là. Vous êtes dans un local, vous avez votre loyer. Donc ça, c'est ces charges fixes. Il faut qu'elles rentrent en compte dans votre gâteau. Donc alors oui, votre loyer, il ne faut pas que 100% de votre loyer rentre dans un gâteau. Mais si jamais vous avez, par exemple, votre loyer il est de 1000, vous faites 100 gâteaux dans le mois. N'exagère pas. Non, mais je prends des valeurs pour simplifier mes calculs. C'est juste parce que je ne suis pas champion de calcul mental. Donc, j'ai un loyer de 1000, j'ai 100 gâteaux dans le mois. Ça veut dire que chaque gâteau doit couvrir 10 euros de mon loyer. 10 euros, réal, dollars, dinars. Voilà, chaque gâteau doit couvrir 10. Donc, quand je disais tout à l'heure, mes matières premières, elles étaient à 50, et ben j'ai 10 de mon loyer. J'ai peut-être défini qu'il y avait 1 euro pour Internet. Bon, bah, ok, bah, c'est plus 10, plus 1, etc., sur toutes ces dépenses. Donc, ces charges fixes, il faut les répartir sur mes ventes. Oui. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait suivre sa trésorerie, c'est anticiper les dépenses, mais c'est aussi essayer de prévoir ce qu'on va vendre. Donc j'ai prévu de vendre 100 gâteaux, j'ai prévu de vendre 50 gâteaux. Parce que ça va me dire, bon, bah, ok, mon loyer, je dois le disperser sur 50 gâteaux, je dois le disperser sur 100 gâteaux. Et c'est toutes ces charges qui vont faire mon coût mon coût de revient. Pas juste les matières premières. Oui, là, oui. Rose qui disait, ça dépend du prix des matières premières. Non, pas que de ça. Ouais, on ne peut pas prendre que la matière première. Bon. Il y a le temps comme de travail. Il y a... Ah oui, alors, ça, champion du monde. Il y a des gens qui font, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est
Tiens, mes matières premières, c'est 50. Ok. Du coup, le gâteau à 150. J'enlève 100. J'ai mes charges fixes. Ok, je rajoute 30 euros. D'accord. Ça me fait 80 euros. D'accord, soit. Et là, je le vends 100. Donc ça m'a coûté 80, je le vends 100. D'accord. Et là, en fait, les gens, ils ont juste complètement oublié d'intégrer un salaire dans leur travail bénévolement. Donc ça veut dire qu'ils ont imaginé se verser avec, enfin, se payer avec les bénéfices. C'est des gens qui mélangent bénéfices et salaire. C'est ce qui reste, c'est pour ma poche. Non. Donc non, c'est compter votre salaire dans vos charges. Oui. Et ça va peut-être vous amener à ok, le coût de mon gâteau, et je me suis déjà payé dedans, c'est 100. Bon bah d'accord. Et ben, ça veut dire que ce 100, c'est mon seuil de rentabilité. Je ne peux pas vendre mon gâteau en dessous. J'ai peut-être prévu de le vendre 150, et ça veut dire que ma marge est de 50. Ok, génial, parce que je veux ces 50 les réinvestir dans l'entreprise, etc. D'accord. Si jamais vous rentrez dans des négociations avec des clients, etc., enfin, il y a des pays où c'est plus, où ça se fait beaucoup plus que dans d'autres. Hein. C'est pour ça que je rentre dans ce débat. Voilà, vous étiez parti sur un gâteau à 150, vous êtes en train de négocier. À un moment donné, le client il vous dit bon, bah, allez, on le fait à 100. Bah, je 100, négocie pas. Ça 100, sert pas ici. C'est le prix, c'est le prix. Oui, non. Non, il n'y a pas à négocier. Tu vas pas à la boulangerie, il dit bah fais-le pain moins cher pour moi, s'il vous plaît. Même avec un chocolat, évidemment. Ben non. Le prix, c'est le prix, on ne négocie pas. Je le prends d'une manière plus générale et pas juste. Je sais, mais bon, il faut. Bon. Non, mais il faut avoir ça en tête. C'est juste ce que je veux dire par là, c'est que si jamais à un moment donné vous êtes amené à négocier sur quelque chose, votre seuil de rentabilité c'est 100. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à votre seuil de rentabilité, le prix vendu il sera de 100. Ok, vous arrivez à vous payer, soit, mais votre entreprise ne fait pas de bénéfice. Si jamais vous êtes en dessous de votre seuil de rentabilité, ça veut dire que vous payez de l'argent, vous perdez de l'argent. Surtout, acceptez pas la commande. Oui. Parce que vous allez perdre. C'est-à-dire que vous allez sortir de l'argent de la poche de l'entreprise ou de votre poche à vous. C'est bien de connaître ce seuil de rentabilité parce qu'à un moment donné, voilà, en dessous de ça, non, mais là, je perds de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester couché et regarder Netflix. Donc le coût de revient, voilà, c'est important de le connaître. Et ça, en fait, on peut faire un live juste sur le coût de revient parce qu'on prendrait du temps rien que pour ça. Enfin, donc calculer le prix optimal. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, il y a ce de rentabilité, il y a la marge. Donc, tout à l'heure, je disais, tiens, ça me coûte 100, je veux le vendre 150. Bon, ben voilà, peut-être que c'est pas 150. Par rapport à ce qu'on se disait précédemment, la concurrence, ce que les gens sont prêts à payer, la stratégie marketing que vous avez définie, bon ben voilà, c'est votre 100, à combien vous l'amenez? Est-ce que c'est 110? Est-ce que c'est 120? Est-ce que c'est 150? J'en sais fichement rien. C'est à vous de voir. Quel pourcentage tu veux donner quelle est la marge que vous voulez apporter à votre entreprise? Mais voilà, deux choses importantes. N'oubliez pas, c'est votre salaire, c'est du temps. Enfin, le temps que vous passez, vous le transformez en salaire. Et votre entreprise, c'est normal qu'elle gagne de l'argent. Sinon, elle ne pourra pas évoluer. Bon, je vais ouvrir les commentaires. Il y avait quelques commentaires ici, je n'ai pas posé. Oui, on n'est pas rentré plus dans le coût de revient. Comme je dis, on pourrait faire un live juste sur le coût de revient. Là, l'idée, c'était d'avoir des notions, enfin, certaines notions, et d'insister sur des erreurs à ne pas faire. Il y a ici la concurrence qui vend le live cake 12 € la part à 45 €. Mais quelle concurrence? Parce que voilà, c'est là où on peut définir si c'est une vraie concurrence ou pas. Enfin, cette personne-là, est-ce qu'elle gagne vraiment de l'argent? Est-ce que son gâteau, il est bon? Est-ce qu'il est joli? Souvent sur Facebook, là, on reçoit les pages là, avec les petites blagues.
genre ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu. Et vous rigolez juste à non, mais c'est pas possible que la personne ait reçu ça, etc. Donc c'est super marrant quand on regarde. J'ai des clients qui viennent vers moi, ils disent oh regarde le gâteau que l'autre personne en avait fait, je suis triste. Voilà. Ça déprime. Elle espère une chose pour l'anniversaire de sa fille. Là, on part du principe. Enfin, moi, ce live-là, il est orienté finance, mais il part du principe que vous faites. Enfin, vous savez faire des gâteaux, vous savez faire des bons gâteaux, vous savez faire des jolis gâteaux. Que ça, c'est avec les autres lives de Michel, avec les cours de Michel, vous avez toutes les billes pour faire des beaux gâteaux, bons gâteaux, savoir les faire, enfin voilà, maîtriser la préparation, la décoration, etc. Et donc là, l'aspect finance, c'est en partant du principe que votre produit il est bon. On n'est pas là sur essayer d'arnaquer les gens, de vendre cher des choses qui désastreuses. Donc, quand la personne a fait un layer cake super pas cher, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est beau? S'il est complètement, le prix complètement fort, en dehors de la réalité, il ne faut pas... Ouais, il ne faut pas en tenir compte. Après, si vous avez 10 personnes autour de vous qui sont complètement en dehors de la réalité, il faut vous poser la question, c'est est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en dehors de la réalité? Non, mais moi, j'ai beaucoup de personnes en dehors de la réalité ici. Oui, mais si tu as calculé bien... Tu as aussi plein de personnes qui sont dans la réalité. Enfin, tu as aussi comparé avec d'autres... Enfin, tes calculs, ils ont été faits. Tu sais que tu arrives à justifier chacun de tes prix. Bah oui. Si jamais il y a un client qui vient te dire « Non, mais ton gâteau, il est trop cher », tu es capable de lui dire ah, mais, voilà, mon gâteau, il coûte tant, mais regarde, je te dis, ça, c'est les impôts. Ça, c'est mon loyer. Ça, c'est machin. Ça, c'est mes matières premières, etc. Et voilà ce que je me mets dans la poche. Alors, je me mets beaucoup ou pas? Je t'arnaque ou pas? Voilà. Si vraiment on veut, on peut aller sur ce truc-là parce que voilà, parce que tu as fait ces calculs-là. Oui. Tu n'as pas fait un chiffre au pif. C'est pas faire au pif, c'est ça. Donc il y a 15 ans qui demandent. C'est là où je dis le x 3,5 là. Oui. Voilà, quand ça, c'est un peu vous dire, oui, mais comment vous avez calculé votre tarif? Ah, j'ai fait 3,5. Le 3,5, ça ne va pas donner le bon prix. Sur quelle part peut-on agir quand il s'agit de revoir le prix de vente? Exactement, en calculant les prix des ingrédients. J'ai pas compris. Sur quelle part peut-on agir quand il s'agit de revoir le prix de vente? Alors, du coup, si je reformule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait des prix de vente et on doit voir à la baisse. Augmenter, je pense. Sur quelle part agir pour revoir le prix de vente? Oui, peut-être si c'est trop bas. Aujourd'hui, on veut augmenter. Il faut calculer vraiment ces tarifs. Là, du coup, j'aimerais bien que la personne elle complète la question parce que on peut comprendre que la personne, elle veut, par exemple, ne pas toucher au prix de vente, mais augmenter son profit, et donc c'est agir sur le coût de revient. Ou alors c'est par rapport voir la baisse. Voir à la baisse le prix de vente. Et ben, du coup, ça, il faut analyser, c'est effectivement sur quoi on peut agir. Le loyer, est-ce que le tarif de matière première. Il y a les charges fixes et les charges variables. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut revoir à la baisse? Tout à l'heure, je disais, on est dans un atelier de 200 mètres carrés et en fait, on a besoin de la moitié. Bon, on peut peut-être se dire, je change, je déménage. Je passe dans un autre atelier plus petit. Et du coup, mon loyer, il est moins cher. Peut-être que... Enfin, voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des dépenses aujourd'hui qui sont exagérées? Ça peut être des trucs tout bêtes, hein, du type j'ai un forfait internet où je paye 50 € par mois et en fait il y a plein de promos et on peut avoir un forfait moitié prix. Bing, ça veut dire que les dépenses elles sont plus faibles. Donc on peut essayer de réduire ces dépenses et comme ça on se dit ma marge, mon bénéfice, lui il n'est pas touché. J'ai baissé mes dépenses, ok, mon bénéfice il reste le même, mais mon prix de vente il peut être plus petit. Après, si jamais on est au taquet là-dessus, c'est de se dire ma marge, mon bénéfice, est-ce qu'il n'était pas trop important et est-ce que je peux le réduire? Tout à l'heure, je parlais l'exemple d'un gâteau qui me revient à 100 que je vends 150. C'est un exemple totalement fictif, hein, je ne sais pas précisément pour le cas de Michel. Voilà, est-ce que 150, j'étais pas dans un tarif trop élevé et que du coup, je dois le mettre à 130 mon bénéfice de 30, il est plus correct.
Il y a une autre question. Et comment on se verse notre salaire? On verse tout à la banque et à la fin du mois, on se verse une somme définie. Ça dépend des structures de ton entreprise. Oui. Si tu es un entrepreneur, tu vas, oui, tu as, mais j'ai vu que maintenant, les entrepreneurs, ils font une compte séparée aussi. Avant, il n'y avait pas. Mais ils font un compte séparé et tu verses ton salaire. Et en entreprise, comme moi ici, tu te verses le salaire aussi. Et oui, Et après, il va les payer les employés, impôts et les tout. employés Comme sont ça. certainement avec une fiche de salaire, et tous les mois, il y a des impôts qui passent dessus. Tu peux être employé de ton entreprise, donc il faut voir les statuts déjà. C'est le statut, par exemple. Tu peux être employé ou tu peux être non salarié et après faire des versements. Mais, De temps en temps. comme tu disais, ça va dépendre des statuts. Donc ça, il faut se renseigner plus par rapport à ça. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas oublier d'intégrer ce qu'on veut se verser dans les équations qu'on a vues précédemment. Il y a une autre question. Comment faire pour aller Comment faire pour aller vers les gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur notre prix de vente? Ça, c'est toute une stratégie marketing pour trouver des clients qui vont payer ton prix. Donc, du coup, c'est pour les trouver et les attirer. Oui. Là, effectivement, ça va être le côté publicité, etc. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un atelier et de se dire je suis là, j'attends. Forcément, il y a une pub à faire. La pub, Bon, j'ai fait ça pendant des années. Je suis là, et j'avais le bouche-oreille, ça a marché, mais je pense que ça va plus vite si on se fait de publicité. Et puis, il ne faut pas oublier, voilà, ce qui était valable il y a 10 ans n'est pas forcément valable aujourd'hui, exactement pareil. Mais, voilà, l'idée, c'est d'avoir. Aujourd'hui, il y a plein de vecteurs de communication qui sont à notre disposition. Mais Internet, c'est juste obligatoire. Avoir un site Internet, c'est important. Un site Internet professionnel. On ne parle pas d'une page. Non, aujourd'hui, non. Je ne pense pas que le site Internet est plus important que. Avant, oui, mais aujourd'hui, Instagram, c'est plus important. Les gens, ils sont sur téléphone tout le temps. Nous, on est sur le téléphone. Donc, il faut avoir une page Facebook bien, avec des photos professionnelles. C'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir une image d'entreprise professionnelle. Donc, je parlais d'un site Internet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un site Internet réalisé par un adolescent de 15 ans qui ne connaît rien. On a fait sur nous. Si vous faites un site Internet, faites un bon site Internet. Si vous ne savez pas faire un site Internet, que vous n'avez personne qui fait un site Internet, vous ne voulez pas payer pour, mais en fait, pas. Soit vous avez quelque chose de bien, soit vous n'avez rien. En fait, pas quelque chose mal. Après, voilà, il y a les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, etc. Enfin, il y a des réseaux sociaux, il faut les utiliser. Donc, il faut apprendre à les utiliser, apprendre à présenter son image sur ces réseaux sociaux. Donc, les photos du gâteau que vous allez faire, il faut qu'elles soient jolies, vous allez les mettre. Donc, on rejoint un live qui, je crois, est prévu, ou même les cours qu'il y a dans le cours de Michel. Voilà, savoir présenter son travail, c'est super important. Savoir présenter son entreprise dans les réseaux sociaux, c'est important. Donc, ça, c'est voilà, l'image que vous allez donner en dehors de votre entreprise. Et après, oui, elle parle d'aller sur les places, sur place, ou vendre sur les foires. Je pense que les types de produits, je ne sais pas si mon type de produit, par exemple, sur les foires, ça marche pas du tout. Sur les foires. Ça marche pas du tout. Je peux pas vendre dans les marchés, par exemple. C'est pas le public qui va payer plus cher. Oui, là, c'est vrai que souvent, on est sur des gâteaux qui sont sur commande. C'est-à-dire que Michel, elle travaille, la majorité du temps, hein, c'est sur commande. Elle fait quelque chose pour un client. Un client lui a demandé quelque chose de bien particulier. C'est rose, c'est jaune, c'est bleu, c'est avec des tons, voilà, c'est une certaine forme, etc. Le client veut quelque chose de particulier, et donc Michel va réaliser quelque chose pour répondre à ce besoin. Et donc c'est vraiment sur commande. C'est pas, voilà, elle n'a pas réalisé 15
produit 15 gâteaux exactement pareils, aller à la foire et vendre ces 15 gâteaux. C'est pas sa stratégie marketing. Ça peut être la vôtre, c'est à voir. Mais après, il y a un point, c'est que Michel, par exemple, pour faire de la pub pour son atelier, elle a participé à des salons. Des salons de design, des salons de mariage. Ah, je ne sais pas que ça marche. Ça coûte super cher, mon Dieu. Et... Non, franchement, Sandra, aujourd'hui, le public, il est tout le temps sur Internet. Si tu vas, partout où on va, les gens sont sur son téléphone. Donc, il faut investir, avoir une belle page sur Internet, sur Instagram, Facebook, oui, même avoir un bon site Internet. Mais les gens, ils sont sur le téléphone nous-mêmes, on voit, on est sur le téléphone tout le temps. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut le faire à n'importe quel moment. Les salons aujourd'hui, j'ai déjà fait des salons, c'est pas là où qui m'a plus apporté. Mais, par exemple, j'avais des pages sur les sites de mariage, des choses comme ça. Donc, ça apporte. Voilà, après ça, c'est la publicité, en fait. Une publicité. Donc, et la publicité, ça peut être les flyers dans la ville où vous êtes. Oui. Et après, c'est la publicité sur Internet, publicité Facebook, publicité Instagram, publicité Google. Il y a Sonia qui demande combien coûte un site Internet pour débuter. Il y a des gens qui font ça gratuitement. Tu peux faire ça gratuitement, mais les sites Internet, c'est cher. J'ai déjà regardé. Des personnes m'ont déjà contacté pour ça, à un moment donné. Mais ça va être variable en fonction. Ça varie, oui. Parce que tu peux payer par mois. Même si vous demandez un site internet à un Brésilien ou à un Français, il n'a pas le même taux horaire, puisque c'est des entreprises ou des personnes. C'est comme quand on demande à quelqu'un pour un restaurant, ils n'ont pas les mêmes prix. Alors, moi, on ne va pas avoir le même prix qu'un Français. Donc c'est vraiment très variable. Après, il y a des... si on parle de sites, on peut trouver des sites déjà préfabriqués que vous allez personnaliser légèrement. Vous choisissez votre thème, tiens, je suis dans l'alimentaire, ok, vous avez déjà un thème, déjà tout proposé, etc. Il vous l'héberge et tout, et vous pouvez personnaliser. Vous mettez votre logo ici, vous mettez votre titre, etc. Il y a ce genre de choses qui sont un peu à mi-chemin entre on vous délivre quelque chose et vous le personnalisez vous. Donc ça peut vous revenir moins cher. Après ça à vous de voir un peu le budget que vous avez pour ce genre de choses. Et les connaissances que vous avez. Bien, c'est bon. Je pense que j'ai tout répondu, si tu as tout répondu. Okay. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, surtout, là, je me fais le porte-parole de Michel. N'hésitez pas à liker, aimer, partager, adorer, enfin, tout le team. La vidéo, elle devrait être sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à utiliser les pouces, les cœurs, les je sais pas quoi, parce que ça aide à divulguer à la fois les lives, donc ça nous entraîne ça nous motive pour faire plus de thématiques. Oui. Partagez, l'envoyer à l'avion, abusez-en. Cliquez sur j'aime, allez sur YouTube, s'abonner à notre chaîne. Une dernière question. Peut-on faire appel à un comptable pour les finances ou mieux se former soi-même? Ça dépend de la structure de l'entreprise. Si tu es un entrepreneur, tu peux réussir, mais les structures ORL, comme je suis ici, il faut avoir un comptable. C'est obligatoire. Alors oui, ce que je disais, toutes les notions que j'ai évoquées en entrée sur chiffre d'affaires, etc., voilà, ça n'exclut pas le comptable. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut connaître en tant que gérant d'entreprise, ok, mais c'est pas ça. Un comptable va vous faire votre bilan, va faire les déclarations. Quand on est en entreprise, il faut avoir le comptable parce qu'il faut faire le bilan et tout ça. C'est le comptable qui a fait. Voilà, il y a des actions qui sont. Autre entrepreneur, tu arrives à faire tout seul. En entrepreneur. Donc, en fonction de votre statut, le comptable est plus ou moins obligatoire. Après, connaître les termes qu'on a évoqués, ça vous permettra de discuter plus facilement avec
enfin de parler un langage un peu similaire. Parce que le langage de finance, du comptable. C'est difficile au départ de voir tout ça. Et c'est justement pour cela qu'on a mis des tableaux et des choses comme ça dans le cours pour faciliter. Donc, on a des tableaux pour calculer les prix de gâteaux, par exemple. Il y a tout ça de près. Il faut juste mettre la recette que tu vas utiliser, les ingrédients, le prix que tu as acheté, et après le pourcentage que tu veux avoir, 30%, 15%, ou 15%, c'est pas beaucoup. Donc 30, 50, je ne sais pas le marge Mais tout est calculé dans le tableau. On a fait un tableau Excel super facile à utiliser, justement pour avoir un bon prix pour les gâteaux. Pour savoir donner les tarifs. Un gâteau au chocolat ne va pas avoir le même coût qu'un gâteau à la vanille. Et là, je ne parle même pas du côté nombre de parts, 25 parts, 50 parts, etc. Soit, mais c'est par rapport aux ingrédients. Un gâteau sans gluten, un gâteau au chocolat, bon, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas les mêmes coûts. C'est par rapport au temps, le temps passé. À la décoration, tu vas acheter des fleurs fraîches, au pain. Il y a tout ça en prend en compte. Et il y a le tableau pour cette partie mensuelle, là, notre trésorerie, qui facilite aussi. Donc, toutes les semaines, tu vas alimenter ton tableau comme il faut faire. Et avoir un œil sur l'entreprise, voir, je dois investir un peu plus au marketing pour apporter plus de clients. Ou là, non, j'ai beaucoup de commandes, c'est bon. Voilà. Je peux investir dans une clim, je peux investir dans chauffage. Un chauffage, ouais, oui, donc tu peux investir dans ton entreprise pour agrandir. Donc voilà pour aujourd'hui. On se voit demain. Il y en a un autre live demain. On verra le thème après. Mais merci pour votre présence et bonne soirée. Bisous. Et demain matin, ça sort le 3e épisode de la Masterclass. D'accord? 3e épisode, je vais envoyer demain matin 8h. Je l'ai fini tout à l'heure, je vais finir de les préparer. Et l'activité, je vais voir vos photos, envoyer les photos sur le groupe privé Facebook. Je vais voir l'organisation. Et demain, on va faire la couverture, on va faire la décoration. Ça va être super, c'est cool. Donc, je t'attends pour voir ces cours demain matin à partir de 8h. D'accord?